Puisque l'actualité est essentielle pour vous et n'attend pas, eh bien, son décryptage nous incombe. Alors, installez-vous confortablement. Bienvenue à votre émission La Tribune des Éditos, ce rendez-vous de votre télévision True TV pour décrypter, analyser et parcourir l'actualité nationale et internationale, bien sûr à travers les commentaires et analyses des différents médias. Pour cette tribune, il sera question du volte-face souverainiste du gouvernement dans la production des timbres fiscaux. En seconde partie d'émission, il sera question de la situation nationale avec des interpellations et des interrogations. Et enfin, à l'international, il sera question de la saga des grands absents dans le fichier électoral ivoirien. Et pour le décryptage de ces différentes actualités, je suis accompagné par 4 professionnels des médias. Aimé Kobo Nabaloum, rédacteur en chef du journal Le Reporter, est avec nous. À ses côtés, nous avons Abdoulaye Tao, directeur de publication de l'Économiste du Faso, Joachim Vokouma, directeur de publication du journal en ligne Cassetto.net et des nôtres. Et enfin, nous avons Daouda Kinda, journaliste au quotidien. Sa pénurie aura provoqué beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations. Son retour à travers l'annonce d'une nouvelle formule, lui, aura suscité beaucoup d'espoir. Mais revirement, à la veille de la sortie du nouveau thème fiscal, le président de la transition s'oppose à sa conception depuis l'extérieur. Pourquoi un tel revirement à 24 heures de la sortie du nouveau thème? Aimé Nabaloum, on se pose des questions. Oui, on se pose des questions et de façon légitime parce que ça fait un peu désordre quand même jusqu'au plus haut sommet donc de l'État que cette affaire de timbre amène jusqu'au Conseil des ministres à des contestations, des précisions. On est obligé donc de s'exprimer après que des directeurs généraux se soient prononcés sur la question longuement, expliqués largement. Et du coup, on se pose la question. Et moi, la première question que je me pose, c'est comment on est arrivé à une situation pareille. Vous l'avez dit dans votre introduction, ça ressemble beaucoup plus à des réactions souverainistes. C'est tout à fait normal, ça peut se comprendre dans n'importe quel État, mais ça demande également cette expression de souveraineté là, ça demande à ce qu'on se fasse beaucoup plus sérieux dans le traitement d'un certain nombre de choses, parce que un marché de production de timbres, en tout cas depuis l'extérieur, c'est pas aller acheter du pain chez le boutiquier du quartier, quoi. Il y a toute une procédure qui encadre cela, et ça ne se fait pas du tic au tac. Certainement des choses ont été planifiées depuis de longue date jusqu'à ce qu'on arrive à une situation donc pareille. L'autre question que je me pose également, c'est est-ce que le gouvernement a été surpris par rapport à cette affaire donc de nouveaux timbres. Est-ce que le gouvernement a été surpris? Si le gouvernement a été surpris, ça demande à ce qu'on se pose la question, parce que c'est un gouvernement qui est là depuis quelques mois. La rupture des timbres jusqu'à ce qu'on commande d'autres, c'est pas un problème qui est né hier. C'est une situation que nous vivons depuis des années. Et pour un gouvernement qui est venu, disons, avec des urgences, c'est des choses qu'il faut voir ou revoir rapidement pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent. Mais bon, les différentes sorties, les 2 directeurs généraux, l'agence immobilière de l'État et autres, celui des impôts, en plus le ministre d'État, monsieur Bazier, s'est prononcé, monsieur Bazier Bassolma, voilà, il s'est prononcé, nous a fait comprendre que le président du Faso est contre. Bon, tout ça fait un peu, à mon avis, sens dessous. D'accord. Et justement, par rapport à ça, Joachim Vokouma, visiblement, le chef de l'État n'était pas informé. Écoutez, c'est quelque chose d'hallucinant, hein, ce qui nous arrive là, ce à quoi nous assistons depuis quelques heures. Voilà, il a rappelé, voilà un problème de thème qui se pose depuis longtemps. Il y a eu des reportages dessus où les citoyens peinent à trouver des thèmes pour déposer leur dossier.
Et le directeur général des impôts lui-même avait donné des informations pour rassurer les citoyens que les timbres seront bientôt disponibles. Et il y a eu cette conférence de presse au cours de laquelle ils ont présenté le nouveau timbre avec toutes les caractéristiques, les garanties de sécurité, la disponibilité en quantité. La communication avait été faite depuis plus d'une semaine pour dire voilà, à partir du 25, voici le nouveau thème. À partir du 1er juin, les anciens thèmes ne seront plus utilisables. Donc, tout semblait bien huilé, bien agencé. Donc, pour le citoyen normal, il se disait enfin on va sortir de cette affaire de pénurie qui n'honore pas l'État, parce que en plus de perturber les démarches des citoyens, c'est un manque à gagner énorme pour les finances publiques dans un contexte où on a besoin vraiment d'argent pour l'effort de guerre. Ça, c'était vraiment... Et puis, paf, là, on a mis la dépêche de l'AIB. Quand j'ai vu, je me suis dit, mais c'est un gag ou qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai dû appeler pour me dire, oui, c'est bien ça. Je suis tombé des nues. Parce que, je ne sais pas si c'était par entente directe ou c'était en tout cas un appel d'offres, mais quand vous prenez la procédure pour aboutir à la conclusion à l'exécution des marchés, on ne peut pas imaginer une seule seconde que le chef de l'État ou le Premier ministre ou le chef de l'État n'ait pas été au courant de toutes les étapes de la procédure de passation du marché. D'autant qu'il s'agit en plus d'un secteur de souveraineté. On parle des timbres, mais c'est la même chose que nos passeports qui sont fabriqués à l'extérieur, qui relèvent également des questions de souveraineté. Donc, que le chef de l'État découvre, parce que c'est l'hypothèse qu'on peut émettre, parce que sinon on va rentrer dans des considérations un peu difficiles, que le chef de l'État découvre à la fin que l'entreprise qui a confectionné les timbres est installée en France, ou peut-être qu'il a découvert lors de la conférence de presse, puisque le DG des impôts et son collègue le DGAE ont expliqué que l'entreprise devrait, à la fin de cette année, s'installer au Burkina pour que la production soit nationale. Une période de 7 mois. 7 mois. Donc, on ne peut pas imaginer une seule seconde que le chef de l'État a découvert cela lors de la conférence de presse, comme tous les Burkinabés lambda. Il y a quand même c'est le chef de l'État. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que, avec cette situation, la vision du chef de l'État de nationaliser, mettre en priorité les entreprises au plan local, est-ce que c'est partagé par tous au sein du gouvernement? Non, c'est-à-dire, si on décide de nationaliser des entreprises, c'est un choix politique. C'est un choix politique. Ça, pour moi, ce n'est pas un problème. Maintenant, dans cette affaire, si on était parti du principe que la confection de timbres doit être faite par une entreprise burkinabé nationale, c'était dès le départ qu'il fallait poser la question, poser le problème. Dire, il faut absolument que ce soit une entreprise burkinabé. Et là, on n'aurait pas eu cette cacophonie-là parce que ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux du tout vis-à-vis des Burkinabés et puis vis-à-vis de l'extérieur. Et quelles sont les conséquences de ça? Les timbres qui ont déjà été imprimés, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on va les utiliser ou on ne va pas les utiliser? Bon, je n'ai pas vu dans les détails le contrat. Mais quand vous rompez un contrat comme ça, on a vu dans l'affaire de Tambao, c'est beaucoup d'argent qu'il faut payer aux prestataires qui va se sentir lésé. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, tout ça mis bout à bout, bon, j'espère que voilà, cette affaire va être la seule... ne va plus se répéter parce que ça ne fait pas du tout sérieux. Et qu'on voit une cacophonie comme ça à ce niveau de responsabilité là, ça ne nous rassure pas nous en tant que citoyens quant à la gestion de la chose publique. D'accord. Alors, production de nouveaux thèmes fiscaux en France, où se trouve notre souveraineté? C'est le titre de l'édito du journal Le Quotidien.
Et justement parce que vous savez que cette affaire-là a commencé, ça fait plusieurs semaines où quand même il y a eu une rupture quand même. Les populations n'arrivaient pas à s'approvisionner, n'arrivaient pas à avoir, même s'il y a certains quand même qui gardaient par devers une quantité quand même considérable de timbres. Mais lorsqu'on a appris qu'on allait faire en sorte que ce soit une entreprise burkinabé d'abord qui allait se charger de la confection de nos timbres, beaucoup de Burkinabés ont crié waouh parce que on a pensé quand même à la nationalisation parce que ça relève d'un domaine de souveraineté comme mes prédécesseurs l'ont relevé. Mais beaucoup de Burkinabés sont tombés des nues lorsqu'ils ont appris que c'est une société française qui allait se charger de confectionner nos timbres depuis la France, même si d'ici 7 mois, cette société-là devait venir s'installer au Burkina. Et je parle un peu sous le contrôle du DP de l'économiste, Ablaye Tao. J'ai lu un article de l'économiste publié en 2016 où on disait qu'en 2008, le Burkina Faso avait signé un contrat avec une société canadienne pour produire nos timbres et ça courait jusqu'à cette année et je pense que depuis quelques années quand même le Burkina avait décidé de faire en sorte que ces timbres-là qui relèvent la souveraineté soient produits au Burkina Faso. Voilà. Et que ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'on a été confronté à ce genre de situation là, de rupture de timbre. Bien avant cela, on se rappelle de 2016 lorsqu'il y a eu une rupture de timbre et il y a eu on a dû trouver des voies et moyens permettre aux populations ou surtout ceux qui passaient les concours de pouvoir légaliser leurs documents sans timbre afin de passer les différents concours. Et en 2007 également, il y a eu une situation de pénurie aussi que les Burkinabés ont ressenti. Et on croyait définitivement cette période-là passée parce qu'on se dit que si on produit ces thèmes-là au Burkina, que les ressources allaient rester au Burkina et que ça allait être une expertise locale, c'est encouragé. Voilà, mais lorsqu'on a vu les arguments qui ont été avancés par les conférenciers lors de la conférence de presse, on parle de prestataires burkinabés qui ont proposé des coûts assez relativement chers. Et nous estimons que si ce n'est que sur ce côté-là, on pouvait trouver des voies et moyens, discuter avec ces derniers-là afin de faciliter les différentes procédures. Parce que ce qui se passe le plus souvent au Burkina, c'est qu'on a des taxes qui sont parfois très chères. Nous allons aborder ça plus en profondeur tout à l'heure. Mais déjà, Abdoulaye Tao, vous êtes spécialiste des questions économiques. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce thème fiscal? Puisque finalement, nous n'étions pas à la première pénurie. D'abord imprimé au Canada, puis en France, avec ce qu'on a connu récemment, on parle de maintenant une impression qui sera faite au Burkina. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Beaucoup de choses. D'abord, la première des choses au niveau des autorités, c'était d'éviter la pénurie. Je ne veux pas dire que c'est une question élémentaire de gestion de stock. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu la pénurie, on n'aurait pas eu déjà cette cacophonie. Il prenait un exemple de certains citoyens qui se retrouvent avec plusieurs quantités de timbres. Voilà. 2000, ça c'est le fait qu'il y a la pénurie qui est la spéculation. Ouais. C'est-à-dire que si au niveau de la production des timbres, on avait suffisamment de timbres en stock, on aurait évité la spéculation qu'on a eue ces dernières semaines. Mais à cela, il faut ajouter le fait aussi que le fameux contrat de production arrivé à terme, donc il fallait trouver un nouveau contrat. Et vous savez que quand il y a une fin de contrat, il y a la concurrence qui se met en œuvre. C'est celui qui n'a pas eu le marché l'année dernière souhaiterait bien avoir le marché cette année. On fait des offres, etc., etc. Donc ça peut être à l'origine aussi de ce qu'on a vu comme cacophonie. C'est-à-dire qu'au niveau de ceux qui sont responsabilisés pour la gestion anticipée, n'ont pas fait dans l'anticipation, et quand ils ont commencé à gérer, c'est là que le problème de souveraineté est arrivé. Moi je suis d'accord, mais je trouve que le problème est mal posé. C'est-à-dire que
le problème de souveraineté doit se gérer de façon structurelle, pas conjoncturelle. Aujourd'hui, à l'arrivée là, il y a thème ou il n'y a pas de thème au Burkina? C'est une question. Les thèmes qui devaient être mis sur le marché dans quelques jours, c'est ça? Le 25. Le 25. Ouais. Hier, voilà. Est-ce qu'ils sont mis sur le marché? Donc ça veut dire que le citoyen est toujours en attente de ces thèmes. Que ce soit des Burkinabés qui le produisent à l'extérieur et qui le font, parce que la première hypothèse c'était ça, que c'est un de nos compatriotes qui est à l'extérieur, qui a eu le marché. Moi j'allais dire tant mieux. Malheureusement il n'est pas en Allemagne, ni j'allais dire au Venezuela, ça n'a pas posé le problème. Malheureusement il est en France. Et je pense, voilà, et je pense que c'est ça peut-être le problème. Mais l'un dans l'autre, nous, parce que c'est les mêmes qui disent non à la France, m'ont dit mais notre problème c'est quoi? Si c'est un Burkinabé qui a eu le marché, ça veut dire que c'est un compatriote qui a eu le chèque, qui va produire et qui s'apprête à venir éventuellement s'installer ici parce que ça va être un marché qui va être stable pour lui. Éventuellement, s'il installe ses machines, c'est qu'il aura des gages qu'on va lui assurer un marché. Ça va développer l'expertise aussi. Vous savez qu'il y a des gens, on a vu avec le ministère de la fonction publique, la gestion de concours. On est en train d'être confronté au même problème. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine d'écrire souveraineté. Il faut regarder. Souveraineté, c'est d'abord burkinabé. Il y a le burkinabé de l'extérieur. Et sur ce plan-là, je pense que le gouvernement a un peu raté sa communication. D'accord. Mais à qui finalement la faute, Joachim Vokoma? Je ne sais pas, c'est au gouvernement. C'est quand même eux qui ont lancé le marché. Et c'est le ministère de l'économie et des finances qui pilote le marché via la direction des marchés publics. Et donc c'est pas un marché privé, c'est un marché public. Donc parce que c'est l'argent public qui paye, qui va payer le prestataire. Donc ça, la responsabilité incombe au gouvernement. Et ce qui vient de se passer est quand même surprenant et c'est quand même plus inquiétant parce que dans la même semaine, on a eu autre chose, d'autres cacophonies qui sont venues s'ajouter, les chiffres de la CONASUR et les salaires des entraîneurs de football. Tout le monde a vu la ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire sur la RTB qui a annoncé qu'il y avait 2 60 000 personnes déplacées internes. Et elle a bien précisé que ça ne prenait pas en compte celles qui étaient réparties chez elle. Bon. Et puis après, on a vu une communication où il faut dire qu'il faut enlever ça. C'est comme si ça n'avait pas été pris en compte. Bon, c'est assez surprenant. Et puis cette histoire du salaire des entraîneurs des équipes cadets et des dames, où apparemment il semble, quand j'écoute le ministre d'État Basile Bassolma, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi qui ne cloche pas, qu'il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Mais moi j'ai bien entendu l'entraîneur, M. Traoré, dit effectivement que lui il a 11 mois d'arriéré de salaire sur une émission la chaîne nationale. La chaîne nationale. Il a bien dit ça. Et il a dit que l'entraîneur des dames doit avoir 13 mois. Il a bien dit. C'est quand même, c'est quand même l'entraîneur national. Il peut pas, s'il n'a pas reçu son salaire depuis 11 mois, il ne va pas mentir. Maintenant, est-ce que par rapport aux déclarations de M. Bassolma, est-ce qu'il y a de l'argent qui avait été débloqué et qui n'est pas arrivé pour régler ça et qui n'est pas arrivé? Bon, je pense que ça, c'est tout ça, il faut tirer ça au clair. Mais l'un dans l'autre, en tout cas, cette fin de semaine-là n'a pas été une semaine heureuse en termes d'image et pour nous, quoi, dans la gestion de la chose publique. Alors, Aimé Nabaloum, on connaissait pourtant la profonde affirmation de souveraineté entamée par le Burkina depuis quelque temps, mais malgré tout, les techniciens ont dû recourir à la France pour la production du nouveau timbre en raison d'un certain nombre de coûts. Comment est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'entre souveraineté et la réalité économique, oui. Non, c'est un peu difficile d'apprécier de façon objective la question parce que nous ne disposons pas de tous les éléments contenus dans ce contrat. Et la première information qu'on devrait pouvoir au moins avoir, c'est de savoir à quelle date ce contrat a été signé entre l'État burkinabé
et cette entreprise basée en France. On nous dit que bon, c'est un compatriote basé en France avec son entreprise. Il y a certainement une entreprise qui a la nationalité commerciale française. Mais tout cela, ça reste des supputations. C'est pour ça que moi j'insiste pour dire que ça ne fait pas sérieux. Même les sorties des ministres, j'insiste là-dessus. Moi, je pense qu'une concertation entre les acteurs, les impôts, déjà eu, le ministère des Finances et le Premier ministre, nous aurait évité donc ces sorties publiques vraiment très peu honorables. La question donc de la souveraineté et des intérêts nationaux, un État, ça se respecte, ça se fait sérieux, ça se prend au sérieux, à la limite, si vous voulez. Parce que bon, moi, je ne veux pas rentrer dans les débats de non à la France, oui à la France, non à un tel, oui à un tel. Mais un État, il faut savoir ce que vous voulez en fait. Vous ne pouvez pas, dans ce monde-là, dans ce contexte, être ennemi, adversaire de tout le monde. Vous ne pouvez pas être ami, copain de tout le monde. Ce n'est pas possible. C'est des questions d'intérêt. Avec X, on peut faire la guerre. Mais bon, il y a des aspects sur lesquels, quand même, on peut être amis parce qu'on échange, on peut avoir chacun une part donc, du gâteau. Et avec la France, bon, le ministre de la fonction publique, quand même, j'ai été un peu gêné de voir que c'est le ministre d'État qui se prononce sur la question, en l'absence du ministre des Finances, en l'absence du Premier ministre, en l'absence du porte-parole du gouvernement, que ce soit le ministre d'État qui se prononce sur ces questions-là. Ça me faisait un peu bizarre. Est-ce qu'en tant que ministre d'État, il ne pouvait pas également réagir sur ça? Écoutez, bon, moi je pense qu'il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. Soyons sérieux. Notre Premier ministre, il est passé où? Il est passé où? La dernière actualité de notre Premier ministre, c'est, je ne fais pas de la publicité, mais c'est Africalia. Bon, le reste, on ne sait pas. Mais on a un porte-parole du gouvernement qui probablement à une rencontre au Maghreb. Mais on a un ministre des Finances. Je ne sais pas. Mais je dis, par rapport, une fois de plus, par rapport aux questions de souveraineté et d'intérêt, la souveraineté du Burkina, là, il faut qu'on se fasse respecter avec. C'est pas parce que l'entreprise est basée en France que du tic au tac, il faut dire on n'en veut pas. Mais si ça nous revient moins cher, mais écoutez, faites économiser l'économie nationale. Les entreprises burkinabées qui ont proposé, on nous a dit que les coûts étaient élevés. Mais pourquoi c'est élevé? Parce qu'ils allaient sous-traiter. Voilà. Ils allaient sous-traiter à l'extérieur. C'est ça le problème. Qu'est-ce que nous on fait pour améliorer? J'aime tellement bien cette expression, pour améliorer le climat des affaires. Qu'est-ce que nous on fait pour attirer les entreprises de par le monde, qu'elles soient françaises, vénézuéliennes ou je ne sais pas, chinoises ou tout? Si ça peut nous faire économiser, gagner en quantité, mais allons-y. Mais si pour des questions de principe, il faut faire du tic au tac, bon, je pense qu'on va se créer beaucoup plus de problèmes inutilement, beaucoup plus de problèmes qu'il en faut parce qu'on en a déjà suffisamment, quoi. Et puis bon, je termine juste 30 secondes par rapport à la question donc, de l'implantation de l'entreprise qui aurait eu le marché au Burkina dans 6-7 mois. Je suppose que c'est quelque chose qui ne se trouve pas dans le contrat et que c'est un souhait. Parce que une entreprise sérieuse, en 7 mois, pour venir s'installer au Burkina Faso et nous faire ces productions-là, j'ai bien peur que ce ne soit possible. Et si elle vient s'installer au Burkina, les coûts, on va faire comment? Ça sera les coûts des entreprises nationales ou bien ça sera les coûts les coûts étrangers auxquels on a fait ce marché avec l'entreprise actuellement? Il y a beaucoup de questions donc qui se... Il faut pas être... il faut pas réagir de façon épidermique sur les questions d'État. Ça demande beaucoup plus de profondeur. Les confrères ont parlé tout à l'heure donc des questions conjoncturelles, structurelles. Faites beaucoup plus organisé. Ça vous permet de gagner en énergie, de gagner en temps, de gagner en argent et de vous concentrer sur ce qui nous préoccupe beaucoup plus à l'heure là. D'accord. Alors les thèmes produits localement sont plus chers que ceux importés. Ça, ce sont les techniciens eux-mêmes qui le disent. Non, mais puisque maintenant il est question de fabriquer ces thèmes au Burkina, comment on fait pour inverser la tendance économique? Non, ça veut dire que si on décide de le faire, ça c'est la question de souveraineté, on va le faire au prix
de nos opérateurs privés. C'est pas mauvais en soi. C'est-à-dire si le gouvernement décide que l'argent, même si je paye cher, c'est ça la souveraineté, même si je veux payer cher, je sais que l'argent reste au Burkina. Et ça profite à des entrepreneurs burkinabés, à l'écosystème de l'imprimerie au Burkina. Ça, c'est un choix à faire. Ça, c'est un choix politique, souverainiste. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'on reste dans le structurel. C'est-à-dire, ici, on avait peut-être une occasion, et là, c'est pour ça que moi, je parle souvent et là, je parlais de communication tout à l'heure, on avait l'occasion de dire, tiens, il faut qu'on remette un certain nombre de choses à plat. Voilà, on a des difficultés pour les thèmes. Les thèmes, tout le monde sait à quoi ça renvoie, c'est l'image d'un pays. Pour ceux qui ne comprennent peut-être pas la pédagogie, vous pouvez le faire. Non, les thèmes là, c'est l'État. C'est-à-dire quand vous traitez les choses, quand les documents sur lesquels on pose les thèmes, c'est vrai que ça rapporte de l'argent à l'État, mais c'est la marque. C'est le reflet de l'État. C'est le reflet de l'État. Quand vous faites une demande que ce n'est pas timbré, on peut rejeter votre demande. Pas de valeur. C'est votre point d'entrée, votre contact, le citoyen en contact avec l'État, d'abord par le fait que son acte là, un certain nombre d'actes qu'il va demander à l'administration publique doit être marqué par du sceau de ce thème-là. Donc, pour revenir aux questions structurelles, c'est ça, on devait, sur la base de ça, dire, c'est pas que le seul problème de thème. Il faut qu'on aille plus loin. Nos passeports sont faits au Canada. On n'est pas encore habitué avec le Canada, hein. On est en contrat avec une structure qui s'appelle Banknote quelque chose là. Ça, c'est un contrat qui est signé. Ils nous produisent. Souvent, il y a des pénuries aussi pour avoir les passeports. Ça, tout le monde le sait aussi. De temps en temps, il y a des pénuries. Donc, ça aussi. Pèlerinage et tout. Voilà. C'est une question de souveraineté, non? Donc, il faut qu'on réfléchisse dans la durée pour dire notre souveraineté, là, voilà comment on veut l'exprimer. Parce que si on va réagir au coup par coup, c'est le cafouillage auquel moi je me pose et justement vous semblez avoir une solution dans votre édito. Vous dites que si les privés sont chers, l'État peut récupérer sa chose. Oui, mais ça va, moi je me pose deux questions sur cette affaire-là. Est-ce qu'il y a un manque de concertation entre les différentes entre les autorités? Parce que ce thème-là, ça relève de l'économie. Est-ce que le ministère de l'économie peut gérer une affaire comme ça sans que ses collègues ne soient au courant? Est-ce qu'on peut gérer ça sans que ça n'aille en conseil des ministres, par exemple? C'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'on a parlé de gouvernance par la rue? Est-ce que, puisque c'est le jour, la conférence de presse, c'est juste après. Et il y a eu une réaction sur les réseaux sociaux et automatiquement, c'est un certain nombre de communicants non officiels qui ont commencé à publier des informations disant que oui, le Premier ministre, le chef de l'État a refusé catégoriquement le thème parce que c'est produit en France. Et effectivement, dans la soirée, on a vu... la sortie officielle du communiqué de l'AIB. Oui, avant. Et c'est dans la soirée, on a vu la dépêche de un papier de l'AIB qui disait qu'effectivement, le président voulait que ces thèmes-là soient produits au Burkina. Et lorsque le ministre d'État est intervenu, il a dit que le président a reçu un citoyen burkinabé qui s'est exprimé. Moi, je me demande si... C'était un concurrent. Je ne comprends pas cette affaire. On permet une réaction, Joachim. Oui, non, bon. Moi, c'est le message qu'on envoie vis-à-vis de la diaspora. Je me sens, oui, vraiment concerné par cette affaire de la diaspora parce que je fais partie quand même de ceux qui se battent depuis des années pour qu'on prenne en compte la diaspora dans le développement du pays. Et quand vous voyez l'intitulé du ministère des Affaires étrangères, c'est l'intégration régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Et à chaque fois qu'il y a des messages présidentiels, on salue aussi les Burkinabés de l'extérieur. Même dans le financement, dans l'effort de guerre, il y a une piste, c'est cette piste-là qui est évoquée. Bon, est-ce que... Quel est le message qu'on leur envoie en disant que c'est un Burkinabé qui est à l'extérieur, qui a eu le marché, mais non, et finalement, on veut qu'il soit au Burkina. Est-ce que ce n'est pas aussi brouiller le message qu'on envoie vis-à-vis des Burkinabés qui sont à l'extérieur, qui sont des millions
qui sont des millions. Même si on prend spécifiquement ceux qui sont en France, il y a autour de 3500, 4000 Burkinabés qui sont installés en France. Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent considérer que dès maintenant, c'est fini pour eux, ils ne peuvent plus concourir dans les marchés publics? Ou bien, vous voyez, c'est tout ça qui fait que cette affaire a été gérée de manière très malheureuse, et il faudra qu'on règle ça et qu'on ait plus sur cette question de souveraineté. Moi, j'ai toujours prôné le patriotisme économique. Tous les pays le font. Patriotisme économique. C'est un choix politique, parce que si vous ne soutenez pas vos entreprises, eh bien, ils ne vont pas avoir des marchés face aux entreprises des autres pays qui sont soutenus. C'est comme ça que ça se passe, puisqu'on ne peut plus faire du protectionnisme avec l'OMC. Donc, tous les pays essaient de soutenir les entreprises pour essayer de les pousser à avoir les marchés publics, même pour les passeports. L'ambassadeur du Canada a fait des pieds et des mains pour qu'on puisse signer le contrat, ce qui est normal. Donc, qu'on prône le patriotisme économique, qu'on favorise des entreprises burkinabées, moi je suis tout à fait partant. Mais il faut que ça soit, comme il a dit, structuré, clair, et qu'on évite une cacophonie comme ça, parce que ça ne fait pas honneur à un pays, le pays des hommes intègres. D'accord. Et on passe au deuxième sujet retenu pour cette tribune. Les interpellations de leaders d'OSC continuent, et cette fois-ci, des journalistes et responsables de partis politiques ont aussi été entendus. On est même amené à se poser la question, est-ce que la transition a cessé d'être gentille, comme l'avait annoncé le chef de l'État lors de son grand entretien? Aimé Nabaloum, est-ce qu'on peut se poser aisément cette question? Je vous dis non, on ne peut pas se poser cette question. Parce que ce qui arrive donc aux leaders d'OSC et des partis politiques relève exclusivement du pouvoir judiciaire. Voilà. Si c'est sur la base de ce que le chef de l'État a dit, que le pouvoir judiciaire a commencé à sévir, il y a un problème qui se pose. Il y a un problème qui se pose. Soit, moi, je constate tout simplement que, en termes donc de répression, même pas jusqu'à la répression, en tout cas en termes donc de régulation de la vie publique, il y a quand même un certain nombre d'actions posées par le parquet, essentiellement Ouaga 1, qui en tout cas montrent que les choses ne peuvent plus se faire comme il y a un certain temps. Moi, vraiment, je reste, je dirais, légaliste par rapport à ce genre de questions, parce que si vous êtes en porte-à-faux avec la loi, eh bien, il faut aller répondre, quoi. Si un juge veut vous entendre par rapport à un acte que vous avez posé, par rapport à une parole que vous avez tenue, par rapport à des intentions que vous avez, ben, le juge il est libre donc de vous convoquer. Mais s'il vous convoque, il faut aller vous expliquer. Parce que si ça ne se fait pas, ça laisse la porte ouverte à l'impunité. Et l'impunité, tout le monde sait que quand on commence à emprunter cette voie, il n'y a rien à faire, vous ne pourrez contrôler quoi que ce soit par la suite. Mais je dis, la loi est là, elle est faite pour être respectée, il y a des juges qui doivent travailler à cela, et elle ne doit pas être, cette loi-là ne doit pas être exclusive. Et nous sommes aussi dans un contexte de transition. On sait que dès le début, beaucoup parlaient d'une chasse aux sorcières également. Et ça, c'est la politique en Afrique, on l'a connue. Avant d'entrer au pouvoir, vous allez vivre des misères. Avant de sortir du pouvoir, vous allez vivre des misères. Et ça, c'est en Afrique. Non seulement les gens utilisent des voies pas, entre guillemets, pas catholiques pour pouvoir accéder au pouvoir. Il y en a, une fois au pouvoir également, pose des actes pas honorables. Ben, il faut que chacun donc réponde. Mais quand je dis qu'il faut pas que ce soit exclusif, ça veut dire que tout Burkinabé qui est en porte-à-faux ou soupçonné d'être en porte-à-faux avec la loi doit pouvoir répondre. D'où qu'il vienne, de quel bord qu'il soit, il doit pouvoir répondre. Et ça, c'est le pouvoir judiciaire qui doit pouvoir faire cela. Si la justice s'est engagée sur cette voie-là, il faut aller donc jusqu'au bout. Et je dis qu'il faut aller jusqu'au bout parce que il y a cette tendance-là à penser que, vous l'avez dit, une affaire donc de chasse aux sorcières. Moi, je n'entre pas dans ça.
si véritablement le juge a estimé qu'il y a quelqu'un qui a fauté, il faut que la personne s'explique. Parce que on est quand même dans un état de droit. Même ceux qui dirigent la transition, ils ne sont pas au-dessus des lois. Il y a des règles qu'ils doivent respecter. Et si on reste aussi dans notre façon de faire la politique en Afrique et qu'on ne veut pas changer, il faut s'attendre à ce que, à la fin de la transition, certaines personnes aussi répondent parce que ils sont plus couverts par certaines, je ne sais pas quoi. En fait. D'accord. Au niveau du journal Le Quotidien, on a eu une toute autre opinion. On estime qu'à travers ces interpellations de leaders d'OSC, c'est le patriotisme qui est mis à rude épreuve. Justement, nous sommes face à deux situations. Soit on va d'un front commun pour la reconquête du territoire, ou bien il y a ces velléités de déstabilisation du régime en place. Le président de la transition lui-même, il a évoqué ces velléités-là. Les faits quand même qui leur sont reprochés sont assez graves lorsqu'on lit le communiqué du procureur. On se souvient que il y a ces audios qui ont circulé et apparemment ils seraient, ceux qui ont été interpellés seraient derrière ce montage-là pour déstabiliser, pour amener les populations à se rentrer dedans et profiter de ces chaos-là pour déstabiliser le régime. Si tel est le cas, nous pensons que c'est très grave parce que la situation que le Burkina Faso traverse actuellement nécessite qu'on aille d'un front commun pour reconquérir notre territoire. Et comment cela se fait? Il faut que nos forces de défense et de sécurité, nos volontaires de défense de la patrie qui sont au front, la sentent que les Burkinabés sont unis. Ils sont ensemble, ils regardent dans la même direction pour pouvoir libérer le territoire, parce que c'est la seule priorité des Burkinabés, libérer les localités que nous avons perdues, permettre à ces millions de déplacés là de pouvoir regagner leurs localités. Mais lorsqu'il y a des Burkinabés qui rament à contre-courant, nécessairement on doit les entendre, que la justice se saisisse, quoique ces derniers là sont présumés innocents. Même dans le communiqué du procureur, on n'a pas cité de nom. Mais on dit seulement qu'il y a 6 leaders d'OSC qui ont été interpellés dans le cadre de cette affaire-là. Mais on présume que ce sont ceux qu'on connaît. Donc, on ne pense pas que ce soit le moment de ramer à contre-courant, de déstabiliser, parce que on ne fait que remettre la machine en arrière. Depuis 2016 que le terrorisme est dans nous vivons le terrorisme avec ces milliers de morts, avec ces millions de déplacés. Il faut nécessairement que nous soyons unis et que tous les Burkinabés, en tout cas ceux qui ont la velléité, ceux qui ont des velléités quand même de déstabilisation, ceux qui ont des velléités pour leurs propres intérêts, ils sachent que l'heure n'est plus à cela. Il faut forcément que nous soyons unis. Unis, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut scander haut et fort que nous sommes derrière le régime, nous sommes derrière le capitaine Ibrahim Traoré et le gouvernement, mais quand même qu'on ne mène pas des actions pour fragiliser l'État. D'accord. Alors, Joachim Vokouma, depuis la sortie du communiqué du procureur, on l'a vu, ça date d'une semaine maintenant. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette affaire d'interpellation et autres? Officiellement non, puisque après son communiqué, il n'a plus communiqué, mais on a appris que voilà, parce que dans cette affaire il y a 2 catégories. Voilà, il y a les responsables des organisations de la société civile, qui sont 6, donc qui ont été interpellés, et dans le communiqué du procureur, il a bien précisé qu'ils ont été interpellés non pas pour leurs opinions, mais parce qu'ils seraient liés dans les agissements liés à des projets de samedi, voilà, du palais du Moronaba. Donc c'est essentiellement pour ça qu'ils ont été interpellés et entendus. Et de ce qu'on a appris, même si le procureur n'a pas encore communiqué, ce sont ces gens-là qui ont été mis sous mandat de dépôt et déposés à la MACO depuis hier soir. Maintenant aussi, il y a le cas de Lukman Sawadgo et de Alain Allais,
Et, bon, pour eux, le gouvernement n'a pas encore communiqué, le procureur n'a pas communiqué. Donc, on ne sait pas officiellement pour quelles raisons ils ont été interpellés, entendus, puis aussi également déposés à la MACO. Et puis, il y a le cas de Sino Mohamed, lui, effectivement, qui a été interpellé à Gawa. Dans le communiqué du procureur, il a dit clairement c'était pour diffamation et mise en danger de la vie d'autrui parce qu'il a dit que la gendarmerie n'était pas engagée. Je ne donne pas à 100%. Je ne donne pas à 100% dans la lutte contre le terrorisme, ce qui est une déclaration. Il a appelé à sa dissolution. Voilà, demandé à sa suppression. Oui. Donc son cas aussi, c'est un cas qui a été rapporté clairement par le procureur. Donc, tous ces cas-là, c'est assez clair. Maintenant, pour la suite, comme il a dit, moi, je m'en tiens à la procédure judiciaire. Je ne vais pas spéculer. Nous avons ici, sur nos plateaux, à plusieurs reprises, salué l'indépendance de la justice qui a été obtenue depuis 2015, après les états généraux de la justice en 2015. Et nous sommes toujours demandé pourquoi, en dépit de l'indépendance qui a été accordée à la justice, il y avait des dossiers qui n'avançaient pas, il y avait des sujets qui traînaient. Bon, la justice vient de poser un acte. Moi, j'estime que la justice a été posée l'acte en toute indépendance. Donc, je m'en tiens là. Et je m'en tiens pour voir un peu qu'est-ce que le procureur va dire, quelles sont les charges qui sont retenues contre eux. Et quand je vais constater qu'il y a une dérive, en tout cas qu'il y a un glissement du service judiciaire vers autre chose, à ce moment-là, bon, on peut opiner. On peut opiner. Pour l'instant, moi, je m'en tiens à la procédure judiciaire qui a été initiée et on aimerait aussi quand même savoir, pour le document de Sawadgo et Alain, les raisons pour lesquelles ils ont été interpellés. Puisque vous savez aussi qu'il y a les responsables de partis politiques qui ont été auditionnés à la direction des investigations criminelles et il y a Séphirien Diabré, lui, ils ont communiqué, il y a Edi Koumero également, puis d'autres, Moussé Abdoulaye, j'ai appris aussi, mais je n'ai pas eu la confirmation que le MPP aussi avait été auditionné. Mais tous sont repartis chez eux sans avoir été retenus. Donc, quelle est l'ampleur des auditions qui vont arriver dans les jours qui viennent? On va attendre voir. Tout est-il que moi, je m'en tiens à la procédure judiciaire. Si, en tant que citoyen, des gens ont commis des fautes, bon, ils doivent répondre. Nos confrères, s'ils ont commis des fautes qui ne relèvent pas de l'exercice du métier de journaliste, bon, ils doivent répondre comme tout le monde. Maintenant, si on constate que c'est leurs opinions dans l'exercice de leur métier de journaliste qui sont embastillés, à ce moment-là, bon, on va en tirer les conséquences. Mais pour l'instant, je ne fais pas de l'anticipation. Et comme il a dit, ils sont tous innocents jusqu'à présent, jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie. D'accord. Alors, Abdoulaye Tao, finalement, il n'y a pas que des leaders d'OSC, il y a même des journalistes. Il prenait le cas de Loukman Sawadgo, on a également Alain. Finalement, est-ce qu'il faut craindre selon vous, puisque même des politiciens ont été entendus? Bon, moi, ça me rassure. Ça veut dire que personne n'est au-dessus de la loi et que tous protagonistes, celui qui va surfer à la limite de la loi risque de se faire interpeller par, comment on appelle ça, par la justice. Moi, j'aurais été inquiété si c'était que soit que des partis politiques qu'on avait interpellés ou que ce soit des OSC supposés être contre le régime en place qui ont été interpellés. Mais quand vous regardez dans les interpellations qui ont été faites par la justice, on a un peu de tout. Et sinon, qui est réputé pro-régime va répondre. Et les autres, on les soupçonne d'avoir participé directement ou indirectement à une tentative de manifestation, enfin, ou de déstabilisation. Je ne sais pas comment ils vont formuler ça après, parce qu'après, quand les instructions vont finir, on va formuler clairement ce qu'on leur reproche. Donc, il y a un travail qui est en train d'être fait. Certains ont été déposés et l'instruction, enfin l'information va suivre son cours. Et je pense que dans quelques jours, le procureur pourra peut-être revenir avec des détails. En ce moment, on pourra apprécier sainement qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on reproche à X
ou à Y en fonction de la nature des faits. D'accord. Au-delà de ça, l'affaire de diffusion d'audio sur les réseaux sociaux de Nabaloum, elle semble être plus profonde qu'on ne le pensait. Non, l'usage des réseaux sociaux est devenu, c'est devenu comme un fait banal, au point où les gens pensent que on peut tout dire, on peut tout faire avec les réseaux sociaux sans être inquiété. Donc il faut que en tout cas ceux qui sont sur les réseaux sociaux fassent énormément attention. Même une communication, certes privée entre vous, M. Kaboré et moi, à un certain moment, bon, le pouvoir judiciaire peut avoir le pouvoir donc de vous lire ou de nous lire, puis bon, de lire vos intentions et puis bon, de vous poser des questions. Et quand on regarde, une fois de plus, je dis, je ne dirais pas activiste, mais la montée en puissance du pouvoir judiciaire, le confrère l'a dit depuis 2015, c'est aussi la preuve qu'il y a la volonté d'assainir de façon générale la vie publique, la gouvernance et tout ce qui est à la société burkinabé. Sous cette transition, ce qu'on constate en tout cas, c'est que pour ce qui est visible ou pour ce qu'on sait, certains qui sont des responsables donc de cette transition là, à un certain niveau donc d'investigation ou de connaissances numériques ou je sais pas quoi, il y en a qui sont suffisamment avancés à la matière. On a vu également certains dons ou certains stages par-ci par-là qui sont la preuve que les gens sont en train de monter en puissance en matière donc de surveillance ou si vous voulez d'assainissement de la vie sur les réseaux sociaux. Donc il faut là surtout faire très attention. Et puis bon, moi je sais pas, je reste dans la même logique quoi. Si vous êtes en porte-à-faux avec la loi, il faut répondre. Parce que le juge, ça peut être des communications privées, peut-être souvent des choses banales, mais sans mesurer l'ampleur ou les conséquences de ce qu'on dit, mais pour un pouvoir de transition, si ça tombe dans ses oreilles, on va vous poser des questions là-dessus. Et bon, dès que votre nom apparaît en justice, dès que vous êtes entendu par les OPJ, c'est une procédure qui est enclenchée, et vous ne savez pas quand est-ce que ça va finir. Donc, une fois de plus que les gens fassent attention, le pouvoir monte en puissance sur plusieurs aspects. Donc, et il n'y a véritablement pas, là je précise, que s'il y a des gens qui ont des velléités de déstabilisation, le pays là n'en a pas besoin. Ce Burkina n'en a véritablement pas besoin. On peut ne pas être d'accord avec la façon de gérer le pouvoir par le MPSR 2. Je suis tout à fait d'accord. On doit pouvoir critiquer. On doit pouvoir interpeller ceux qui dirigent la transition, que ce soit ministre, que ce soit directeur général, que ce soit... On doit pouvoir les interpeller sur leur façon donc de gouverner. Mais même en temps normal, appeler à déstabiliser un pouvoir, la loi ne l'acceptera pas. Ce n'est pas dans la crise dans laquelle nous sommes actuellement là qu'il faut des gens qui ont des velléités de nous envoyer d'autres problèmes encore. Moi je pense que une déstabilisation du pouvoir actuel, je ne sais pas, mais on risque d'atteindre le fond si cela arrivait. Mais il ne faut pas empêcher non plus ceux qui veulent que le tir soit rectifié par moment, par endroit là, il ne faut pas les empêcher également de le faire. Parce que si vous les empêchez, vous aussi, vous tombez sous le coup donc, de la loi. C'est pour cela qu'on parle de liberté d'expression et d'opinion. Toujours donc dans l'intérêt donc du meilleur vivre ensemble. Si ce Burkina-là connaît un autre coup d'État avant la fin de l'année ou avant la fin de la transition, je pense que ce pays-là serait foutu. Réaction rapide, Abdoulaye Tawa. Je suis parfaitement d'accord, on n'en a pas besoin. Mais je pense que les présomptions là sont quand même assez sérieuses. Vous vous rappelez, si on isole les audios, on va banaliser l'affaire. Parce que n'oubliez pas que la première communication avant les interpellations, c'est qu'on a dit lors de SNC, avant les SNC, que les audios devaient servir à faire la diversion pour qu'il y ait une action de sabotage, de grande envergure. Mais vous mettez-vous à la place du MPSR 2.
ou du 1, même c'était le 1, c'est une action de déstabilisation. Donc, les renseignements, on a tout de suite dit que les renseignements avaient travaillé et ils ont réussi à déjouer. Donc, s'ils ont réussi à déjouer, ça veut dire qu'ils ont déjà maillé les réseaux, ils ont déjà un certain nombre d'informations. Et c'est ce qui fait que ces interpellations vont un peu, on croit que ça va dans tous les sens. Ils ont dit qu'ils vont entendre des dizaines ou des centaines de gens dans ce dossier. Maintenant, tout ce qu'on peut espérer, c'est que effectivement la justice travaille sereinement, calmement, pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Et il ne faut pas aussi que des gens soient sacrifiés quand ils n'ont rien à voir dans ces projets de déstabilisation. Alors, nous sommes pris par le temps. Dernier sujet retenu pour cette tribune, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, grand absent du fichier électoral ivoirien. La Côte d'Ivoire est-elle en train de retrouver ses vieux démons? Oui. Oui, on peut le dire. En tout cas, les germes qui sont en train d'être semés avec les élections locales qui vont venir et le fait que Laurent Gbagbo, Blé Goudé et puis Guillaume Soro ne puissent pas figurer sur les listes parce qu'ils sont sous le coup d'une condamnation judiciaire qui a été prononcée. Le procès a eu lieu en leur absence. Ils n'ont pas participé au procès. Et le verdict a été prononcé. Bon, voilà. Donc cette affaire est assez inquiétante quand on lit la presse ivoirienne. Et qu'on se rappelle un peu l'ambiance qui a précédé la bourrasque de 2011. On a de quoi être inquiet. Donc, quand on veut utiliser la justice pour régler des comptes politiques, ça, on prépare le pays à un mauvais avenir. Et je pense que tout le monde en tout cas beaucoup de gens ont salué le leadership du président Ouattara dans la relance économique du pays, mais je trouve que politiquement, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, il n'a pas réussi sur le terrain politique, ce n'est pas un succès du tout. Et ce qui se prépare là, si ça a lieu, je pense qu'il y a encore le temps de rectifier les tirs pour qu'on ne retombe pas dans les horreurs, dans les violences du passé récent. Des gens ont été condamnés, ils contestent. Lui, il avait déjà, il a amnistié, gracié un certain nombre de responsables politiques, y compris Gbagbo. Et je pense qu'il doit aller loin. Il doit aller loin, prendre une décision politique pour que tous ceux qui veulent aller aux élections puissent aller aux élections, qu'ils soient électeurs ou éligibles. Je rappelle une chose, qu'il a fallu un accord entre Thabo Mbeki, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara à Pretoria pour que Laurent Gbagbo signe un décret spécial permettant à Alassane Ouattara d'être candidat à l'élection présidentielle en 2010. Si on s'en tenait aux dispositions de la Constitution, l'article 35 de la Constitution, son dossier n'était pas recevable. Il faut le savoir. Donc, il ne faut pas qu'il oublie ça. Le pays est encore fragile. La Côte d'Ivoire est encore fragile. Il ne faut pas faire comme si... Il ne faut pas réveiller les vieux démons. Parce que, vous avez vu, même pour son troisième mandat, il y a eu 80 morts. Et l'autre crise, ça fait 3000 morts. On ne sait pas qui est responsable, puisque Laurent Gbagbo a été jugé par la CPI et acquitté. Donc, on peut même dire que les 3000 morts, c'est dans le camp de Ouattara. Donc, tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, il faut aller vers l'apaisement et prendre une décision politique pour que le pays ne brûle pas à nouveau. Alors, nous sommes pris par le temps. Je pense que très rapidement. Alassane ne doit pas parachever ce qu'il a commencé. Il est rentré dans une logique de réconciliation nationale. Il a démontré ce qu'il savait faire en termes de gestion du pays, relance économique. La réconciliation, c'est un chemin qui est un peu, j'allais dire, souvent rocailleux. Il faut avaler beaucoup de couleuvres. Tant qu'on veut la paix, je pense qu'on est arrivé à un stade où lui, il doit plutôt penser à l'après. L'après Alassane. L'après Alassane, c'est de créer les conditions pour que l'après Alassane soit apaisé. Et je pense qu'en tant que politicien, il est bien placé pour tirer les leçons. Ces personnes-là, s'ils ne sont pas électeurs ni éligibles, je ne sais pas comment leurs partisans vont réagir.
aujourd'hui, je ne sais pas si c'est qu'ils soient électeurs ou éligibles, est-ce que ces gens-là sont capables de ce qu'ils étaient capables de faire à 10-15 ans, je ne crois pas. Mais tout ça, c'est l'apaisement. Il faut travailler à ce que, effectivement, ça se passe dans de très bonnes conditions, que tous leurs droits civiques, c'est une décision politique. Hein. Au stade où on en est aujourd'hui, c'est pas une décision judiciaire, c'est une décision politique qu'il faut prendre au nom de la paix et de la réconciliation nationale. 15 secondes de réaction. Je suis très d'accord avec ce que mes prédécesseurs ont dit. C'est une décision politique. Sinon, la CEI est dans son droit parce que c'est des personnalités qui ont été condamnées et en tant que telles, elles ne peuvent pas avoir leur nom sur la liste électorale, ça c'est clair. Mais au regard de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, je pense que les différents présidents là, et je suis d'accord avec Charles Blé Goudé lorsqu'il dit qu'il n'a même pas été surpris, et je pense même d'ailleurs que les autres aussi n'ont pas été surpris. Donc ils doivent quand même s'asseoir, surtout les trois personnalités, s'asseoir et discuter de cette question là, et qu'il y ait suffisamment de garanties, parce que si ça se passe comme ça, c'est parce que Alassane Ouattara aussi n'a pas eu suffisamment de garanties. S'il a suffisamment de garanties, je pense que politiquement, ça va se gérer. Bon, la Côte d'Ivoire est réputée pour ça, quoi. Et c'est tout pour ce numéro de votre émission La Tribune des Éditos, l'émission qui donne uniquement la parole aux professionnels des médias. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aux équipes techniques qui ont permis la réalisation. On se retrouve, Dieu voulant, le week-end prochain pour un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien.